Corinne Lepage, Europe Citoyenne, c'est à vous. Merci. Bonsoir, un grand merci à toutes et à tous. Et merci Guillaume pour l'animation de cette soirée. Nous avons fait, nous tous ici, un pari fou. Constituer des listes d'acteurs engagés de la société civile. C'était un pari fou, nous l'avons gagné. Et très franchement, merci Guillaume d'avoir dit que nous étions une liste très particulière. Moi, je pense que dans toute cette campagne, nous avons la meilleure liste quant aux candidats qui figurent sur ces listes. Et je le dis comme je le pense. Je ne sais pas le score que nous ferons, mais il n'y a pas une liste dans laquelle vous ayez des femmes et des hommes de la qualité de ceux que nous avons et dont vous n'avez entendu que quelques-uns ce soir. Mais ce pari est un pari fou. Tout à l'heure, Bouchra a revendiqué le droit à l'utopie. C'est un pari fou parce que nous vivons en partitocratie et que les médias ne cessent de nous prévoir la victoire de l'abstention et des eurosceptiques. Mais c'est quoi la partitocratie ? Les partis politiques, au terme de l'article 4 de la Constitution, doivent concourir à la démocratie. Ils ont fait tout le contraire. Ils l'ont confisquée. Lorsque vous n'êtes pas de la partitocratie, vous n'avez pas accès à la décision, vous n'avez pas le droit de vous présenter à des élections, vous n'avez pas le droit de demander des comptes. Les médias, les financements publics, vous n'y avez pas le droit non plus. C'est réservé aux partis politiques et pas aux citoyens. Eh bien, c'est contre cela que nous nous battons. Alors peut-être sommes-nous utopistes. Moi, je pense seulement que nous avons quelques années d'avance. Cette même partitocratie, elle met sur le dos de l'Europe, terme commode pour désigner Bruxelles, c'est-à-dire une chose, la défiance de nos concitoyens. Mais, mes amis, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Quand on regarde les sondages, certes, les Français ne font confiance aux institutions européennes qu'à hauteur de 63%. C'est dire un score plus mauvais que la moyenne européenne. Mais savez-vous combien ils font confiance aux partis politiques ? Ils ne leur font pas confiance à 80%. Mais ça, on oublie de le dire, évidemment. Quant aux parlements nationaux, à combien leur font-ils confiance ? Eh bien, à 70%. Autrement dit, ils font plus confiance aux institutions européennes qu'à leurs partis politiques et à leur Parlement national. Sauf que ça, on ne vous le dit pas. Parce que, mesdames et messieurs, nous sommes dans une anti-campagne. Nous sommes dans une campagne de désinformation. Les propositions pour sortir de l'euro recueillent moins de 20% des suffrages de nos concitoyens, si on regarde les sondages. Et on sait ce qu'ils valent. Ceux qui veulent la sortie de l'Europe, c'est encore plus faible, de l'ordre de 15%. Le bon sens de nos concitoyens demeure, et heureusement, parce que songeons un instant à ce que nous deviendrions si nous quittions l'euro et devions rembourser en euros les dettes que nous avons contractées, alors que nous serions passés à un franc qui vaudrait 20 ou 30% de moins. Je parle des dettes publiques comme des dettes privées. Cependant, à longueur de temps, on nous dit que le Front National va l'emporter, qu'il sera devant tous les autres, et que, de toute façon, les Français sont eurosceptiques et n'iront pas voter. Pourtant, je suis frappée de la désinformation qui entoure ces sondages, car la présentation est absolument incroyable. Lorsque 39% des Français, je parle du Monde d'hier soir, qui est quand même le quotidien de référence, qui publie ce sondage. Lorsque 39% des Français considèrent que l'Europe est une bonne chose et 22% une mauvaise, de quoi parle-t-on ? Des 39% qui seulement considèrent que c'est une bonne chose, en oubliant évidemment que ceux qui considèrent que c'est une mauvaise chose ont 10 points, 12 points de moins. Autrement dit, nous sommes en face d'une campagne qui a pour objectif de dire à nos concitoyens « Écoutez, franchement, c'est un mauvais moment à passer, ne vous déplacez surtout pas, n'allez pas voter, de toute façon l'abstention va croître, ce qui est faux, puisque dans les intentions de vote, elle se réduit, et puis de toute façon, c'est le Front National et les eurosceptiques qui gagnent la mise. » Mais quel est l'intérêt de détourner ainsi les Français des urnes, de les convaincre que l'extrémisme va gagner, et d'essayer ainsi par la méthode Coué de prévoir un résultat qui serait joué d'avance ? Jean-Louis Borlange, dans Le Monde d'hier soir, toujours, fustige l'imposture euro-présidentielle. Faire croire que les citoyens vont désigner le président de la Commission. Gros avantage. Comme il n'y a que 5 candidats, il n'y a que 5 partis. Les autres n'existent pas. Et nous sommes encore
dans la partitocratie. Eh bien, ce soir, je vous propose, comme beaucoup l'ont fait dans les élections municipales, de vous jouer des sondages et de tous ceux qui manipulent les votes. Je vous propose de laisser la partitocratie là où elle est, de laisser les arguments absurdes aux oubliettes et de décider de prendre votre destin en main. Comme le disait Albert Einstein, nous aurons le destin que nous aurons mérité. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous est libre de construire une Europe au service des citoyens européens. C'est Pierre Mendès France qui affirmait « Le citoyen est un homme qui ne laisse pas aux autres le soin de décider de son sort commun. » Eh bien, c'est ce que nous vous proposons avec Europe citoyenne. Ne pas laisser aux autres le soin de décider de notre sort commun. Mais qu'est-ce que c'est qu'Europe citoyenne? Qu'est-ce que c'est qu'une Europe citoyenne? Une Europe citoyenne, mesdames et messieurs, elle commence avec des députés comme ceux que vous avez vus, que des personnes comme celles que vous avez vues ce soir. Dans les élections qui vont se jouer dimanche, vous n'avez pas à élire des partis politiques. Vous allez élire des hommes et des femmes qui vont vous représenter. Vous devez les choisir, en tenir compte de leur motivation pour ceux ou celles qui se présentent pour la première fois et de leur bilan pour ceux qui y retournent. Dati, Joly, un candidat de Front National que personne n'a jamais vu et qui prétend que le 11 septembre n'a pas existé, est-ce que très franchement, ce sont des candidats dont nous avons envie qu'ils nous représentent dans le Parlement européen? L'affaiblissement de la France, dont beaucoup parlent, vient précisément de la mauvaise qualité de l'absentéisme de députés qui se représentent, de la proximité d'un certain nombre d'entre eux avec les grands lobbies, de leur absence d'intérêt pour leur mandat puisque tout leur affect est en France et qu'en définitive, eh bien, il y a un mauvais moment à passer, il faut passer par un mandat européen pour en avoir un, mais vivement le retour en France. Eh bien, nous voyons les choses différemment. Nous voyons des choses différemment parce que nous considérons que le mandat européen est quelque chose d'extrêmement important. Nous ne sommes que 74 Français dans un Parlement de 760 députés. Chaque voix compte. Chaque voix compte et chaque voix doit rendre des comptes. C'est la raison pour laquelle nous avons pris des engagements forts de transparence, de présence, de non-cumul de mandats, de compte-rendu de l'action. Je l'ai fait pendant 5 ans, sans aucune difficulté, en affichant sur mon site internet l'usage que je faisais des sommes reçues du Parlement européen, en affichant la liste des personnes que je recevais, représentant des intérêts économiques, en affichant très clairement le sens des votes que j'émettais et en donnant un compte-rendu de mandat. Ce n'est pas difficile et c'est les engagements que nous avons toutes et tous pris. Les hommes et les femmes qui sont sur les listes Europe citoyenne ne sont pas issus du sérail politique. Ils n'ont pas commis les pires turpitudes pour bénéficier d'une investiture. Ils ne visent pas un mandat de sénatrice au mois de septembre ou de député en France dans 2 ans. Ils sont différents, car ils connaissent le monde de l'entreprise, le monde de l'association, celui des quartiers difficiles, celui de l'univers scientifique, celui de la santé. Et ce sont des femmes qui sont tête de liste. Nous y attachons une importance toute particulière, tout simplement parce que le principe d'égalité entre hommes et femmes est le signe même d'une société qui est heureuse et équilibrée. C'est dans les pays où les femmes ont les droits les plus proches, effectivement, de ceux des hommes, que les peuples se déclarent les plus heureux, à commencer par le Danemark. Et puis, j'ai pu constater au cours des 2 années qui viennent de s'écouler combien le droit des femmes, et même ceux qui étaient les mieux établis, étaient fragiles, et combien des alliances contre nature se mettaient en place pour remettre en cause ces droits. Il est donc très important que les femmes puissent être nombreuses au Parlement européen pour peser, et Pascal Pic n'a-t-il pas écrit dans son dernier ouvrage que le XXIe siècle serait le siècle des femmes. Nos candidates et nos candidats représentent l'Europe citoyenne et ils sont indispensables à son projet. Mais quel est donc le projet d'une Europe citoyenne ? Une Europe citoyenne, c'est d'abord une Europe qui est au service des activités et des citoyens de l'Union.
Ça commence par l'emploi et les activités économiques. Victor Ferreira en a reparlé tout à l'heure. Nous proposons de mettre en place une PIC, une politique industrielle commune, comme on a fait une PAC il y a 30 ans. La PAC a été très utile. Pourquoi ne pas mettre en place cette PIC, notamment dans le secteur de la transition énergétique, économique et écologique, et dans le secteur du numérique? J'enrage quand je vois qu'en 2013, les grandes entreprises du solaire dans le monde sont américaines, sud-coréennes, brésiliennes, chinoises, et que nous, les Européens, qui avons porté à la fin des années 90 la question du changement climatique, nous ne sommes pas capables de transformer en leader industriel cette vision qui a été la nôtre. La PIC doit aussi permettre de mettre en commun des chercheurs, notamment sur la question essentielle du stockage de l'électricité. Nous avons dû faire Airbus. Beaucoup parlent de l'Airbus de l'énergie. Il passerait d'abord par un rapprochement des politiques allemandes et françaises, mais nous pourrions au moins avoir un Airbus du stockage de l'électricité, qui est un des plus grands domaines d'avenir. Il est aussi temps de disposer d'une législation européenne favorisant les petites et moyennes entreprises avec un système de financement des start-up et de l'innovation. Ce sont nos PME qui créent l'emploi, qui ne le délocalisent pas et qui lancent les nouvelles technologies dont nous avons impérativement besoin. L'Europe, c'est la première puissance économique du monde. Cher Claude, vous le rappeliez tout à l'heure, que si nous n'étions pas en capacité de nous unir, eh bien, il n'y aurait plus de pays européens dans le G7 dans quelques années. Nous sommes la première puissance économique du monde, si nous sommes ensemble. Nous sommes aussi le premier bassin de consommation solvable du monde. Il convient donc de relocaliser, de réindustrialiser, ce qui implique notamment une autre politique de la concurrence et des barrières pour lutter contre le dumping social et environnemental. Ceci me conduit à vous dire un mot d'un sujet qui est maintenant dans l'actualité, qui est celui du traité transatlantique. J'ai probablement été une des premières à tirer la sonnette d'alarme dès mars 2013 sur ce sujet et notamment sur celui du Canada, car tout le monde a les yeux rivés sur les États-Unis, mais en fait le danger immédiat c'est le Canada puisque l'accord est sur le point d'être signé et sera très probablement à une des premières sessions du nouveau Parlement qui va être élu. Nous ne sommes pas contre le commerce. Nous ne sommes pas contre le développement des exportations européennes vers les États-Unis, évidemment pas. Mais cela ne peut pas se faire au détriment des normes sociales, sanitaires, environnementales que nous avons mis en place en Europe depuis 30 ans. Je n'ai pas envie, nous n'avons pas envie, je ne souhaite pas que mes petits-enfants mangent du poulet chloré, de la viande aux hormones, de la viande recollée ou des descendants d'animaux clonés. Vous avez eu un extrait des batailles qui ont été menées au cours de cette mandature. Eh bien, ces batailles seront mises à néant à partir du moment où nous entrerions dans la voie dans laquelle M. Barroso et ses amis veulent nous entraîner. Et puis, il n'y a pas que les normes, il y a la question des tribunaux arbitraux. C'est une question extrêmement grave, dans la mesure où il s'agirait de faire perdre à nos tribunaux nationaux ou européens, peu importe d'ailleurs, le droit de juger les différends entre les États et les multinationales, mettant ainsi en quelque sorte les États à la merci des multinationales. Il est donc impératif de revoir complètement le mandat qui a été donné. Pour ma part, j'ai voté contre, sans aucun état d'âme, parce que je ne voyais pas la moindre limite, le moindre encadrement au mandat qui avait été donné. Je pense donc qu'il faut remettre le métier au début, sur l'œuvre, et revoir complètement la question de ce traité. Mais les intérêts des citoyens ne sont pas seulement des intérêts économiques. Après l'emploi, la santé, beaucoup d'entre nous en ont parlé. La dégradation de nos ressources naturelles, la mauvaise qualité de l'air et de l'eau, l'utilisation de perturbateurs endocriniens dans les produits et de pesticides dans les aliments ont des incidences de plus en plus graves sur la santé publique, Joël l'a rappelé tout à l'heure. La durée de vie en bonne santé tend à régresser dans nos pays et la fertilité humaine a baissé de 50% en 50 ans. Grâce à l'Union européenne, la France a été obligée de mettre en œuvre de véritables politiques environnementales, même si elle reste un très mauvais élève dans un certain nombre de domaines. Mais il nous faut une politique européenne beaucoup plus rigoureuse et ambitieuse.
Une agriculture saine et durable est plus que jamais indispensable non seulement pour assurer notre autonomie alimentaire qui est essentielle, mais également le niveau de vie de nos agriculteurs et la santé de nos consommateurs. La traçabilité, l'étiquetage des aliments est indispensable, mais surtout l'évaluation des produits par les agences sanitaires européennes, en particulier l'EFSA, où règnent les conflits d'intérêts. Je suis heureuse qu'à ma demande et celle de 3 de mes collègues européens, non français du reste, la médiatrice européenne est annoncée il y a 3 jours qu'elle ouvrait une enquête sur les conflits d'intérêts dans les agences et dans la direction générale s'occupant de l'agriculture. Je pense que c'est absolument indispensable. Nous avons besoin de confiance dans les éléments d'expertise qui nous sont donnés pour pouvoir décider convenablement. Et nous ne déciderons pas convenablement si nous n'avons pas ces éléments. Or, la bonne décision, c'est celle qui permet les politiques de prévention. Rappelez-vous ce que disait Joël tout à l'heure, des personnes qui sont malades et qui ne devraient pas l'être. C'est avec des politiques de prévention que nous réduirons les maladies et par voie de conséquence les coûts sur la sécurité sociale et sur les contribuables. Une Europe citoyenne, elle fait de l'éthique, de la justice et de la démocratie un impératif premier. Nous avons beaucoup, les uns et les autres, parlé ce soir de la lutte contre les lobbies. Nous en parlons à propos de l'Europe. Il serait de bon ton que nous en parlions aussi à propos de la France, où très franchement la situation n'est pas brillante. Mais ce soir, nous parlons d'Europe. À mes yeux, la question, mesdames et messieurs, n'est pas celle des lobbies. C'est celle des députés et des partis politiques, particulièrement attentifs à leur discours. Comme le disait Michel Audiard, quand on parle de pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Eh bien, je peux vous confirmer que c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai vu des comportements de députés européens absolument inacceptables. Et dans l'exemple que vous avez vu tout à l'heure, où je rappelle les raisons pour lesquelles nous avons été élus, c'était précisément à cela que je faisais allusion, tant j'étais horrifiée des propos qui étaient tenus. Il s'agissait de l'étiquetage alimentaire, donc vous voyez, c'était un sujet vraiment de la vie quotidienne, des propos qui étaient tenus par des députés qui manifestement étaient là comme porte-flingue des lobbies et pas pour autre chose. Nous avons donc besoin de régler la question des conflits d'intérêts au niveau de la Commission, du Parlement, des agences, des directions générales. Conflits d'intérêts et parfois même corruption, disons-le très clairement. C'est la raison pour laquelle nous proposons un procureur européen chargé d'instruire et de poursuivre les infractions financières, qu'il s'agisse de celles dont je viens de parler ou de la fraude fiscale à l'échelle européenne. Nous avons besoin également de ce même procureur dans les affaires environnementales et sanitaires lorsqu'elles sont commises à l'échelle européenne ou par du personnel européen. Dans le même axe, nous proposons la création d'un tribunal pénal européen de l'environnement et de la santé pour sanctionner les infractions sanitaires et environnementales de niveau européen. Tout à l'heure, Guillaume, vous faisiez allusion en interrogeant Marie-Odile Bertella-Geoffroy sur les raisons pour lesquelles l'amiante avait été jugée en Italie et pas en France. Eh bien, l'amiante, c'est un problème qui concerne toute l'Europe. Il aurait dû être jugé par un tribunal européen et à ce moment-là, la décision aurait été la même pour toute l'Europe. Sur le plan démocratique, une Europe citoyenne, elle doit laisser la place aux citoyens, comme son nom l'indique. Cela commence par une information correcte, qui ne se limite pas à 15 jours de campagne électorale tous les 5 ans. Et encore, quand je dis campagne électorale, très franchement, il y aurait un livre à écrire sur la manière dont se déroule dans les médias la présente campagne électorale. C'est un scandale absolu, mais je ne vous embarrasserai pas avec cela ce soir. Mais très franchement, lorsque l'on voit qu'il y a des règles d'équité et qu'il n'y a personne pour les faire respecter, très franchement, on se demande pourquoi on fait des règles dans ce pays. Mais enfin, c'est ainsi. Nous avons donc besoin d'une chaîne dédiée totalement ou partiellement aux débats européens, comme il en existe pour les débats nationaux. Comment voulez-vous intéresser nos concitoyens à l'Europe quand ils ne la découvrent que dans la bouche de leurs gouvernants pour venir dire que les mesures désagréables, il faut les imputer à l'Europe, et qui exclut totalement de mettre sur la table publique les débats qui se déroulent en Europe et qui, bien entendu, vont avoir une incidence sur la législation française. C'est vrai pour le traité international dont je parlais de libre-échange, dont je parlais tout à l'heure, mais je pourrais vous parler de la même chose sur les sujets que nous avons traités, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse de l'alimentation, qu'il s'agisse des médicaments, qu'il s'agisse de la régulation financière.
où ont été, à la télévision française, des débats entre parlementaires et acteurs de la société civile pour discuter de ces sujets et expliquer aux Français ce qui était en jeu et les conséquences de telle ou telle décision. Il n'y en a pas. Nous avons une chaîne parlementaire pour les débats nationaux, nous avons besoin d'une chaîne parlementaire, que ce soit la même ou une autre, pour les débats européens. Et à ce moment-là, les Français ne découvriront pas, 15 jours avant les élections, le Parlement européen, dont ils ignorent du reste généralement quels sont les pouvoirs et comment marche l'Europe entre la Commission, le Conseil et le Parlement. Nous avons besoin aussi de renforcer quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle l'initiative citoyenne européenne. C'est une avancée que nous devons au traité de Lisbonne et dont la première, cher Jean-Luc Touly, a abouti et qui concernait le droit à l'eau. 1 900 000 signatures ont été recueillies en Europe pour réclamer un droit à l'eau. Cette initiative citoyenne européenne oblige la Commission à traiter du sujet, pas forcément à donner raison à l'initiative, mais au moins cela crée un pouvoir d'initiative au bénéfice de la société civile. Nous proposons que cette procédure soit largement ouverte et banalisée, d'une part en unifiant les règles dans toute l'Europe, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas les mêmes, et d'autre part en réduisant à 500 000 le nombre de signatures nécessaires pour qu'une initiative citoyenne puisse voir le jour. Une telle évolution permettrait à nos concitoyens de participer de manière beaucoup plus directe, beaucoup plus immédiate à ce qui se décide et ce qui se discute au niveau européen. Mais peut-être le plus important, une Europe citoyenne, c'est une Europe qui s'inscrit dans l'avenir. Car quand on est citoyen, on est parent, on est grands-parents. Et on ne peut pas parler politique sans penser à ses enfants et à ses petits-enfants, et donc s'inscrire dans l'avenir. Comme le dit Woody Allen avec beaucoup de talent, je m'intéresse à l'avenir parce que c'est quand même là où j'ai l'intention de vivre dans les prochaines années. Eh bien, c'est vrai. Le premier âge de la construction européenne a été celui de l'âge de la paix. Du reste, 72% des Français considèrent aujourd'hui que l'Europe est une garantie pour la paix. Ce qui se passe aujourd'hui à l'Est, en Ukraine, devrait tous nous faire réfléchir sur la fragilité de la paix, sur le fait qu'elle n'est jamais définitivement acquise, et certains le savent, et que par conséquent, l'objectif de paix que nous offre l'Europe est extrêmement précieux et tout à fait d'actualité. Le second étage a été celui du marché commun, étendu au marché unique avec l'Union européenne. Certes, nos concitoyens lui en veulent, en considérant que cette Europe n'a pas pu empêcher la croissance du chômage dans beaucoup de pays européens, la désindustrialisation, un manque de sécurité. C'est vrai. Mais j'observerai que ce n'est pas vrai dans tous les pays. J'observerai aussi que les politiques nationales sont parfois responsables de cette situation. Mais même si la politique européenne a ses torts, et elle les a, il ne faut évidemment pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Une autre politique de la concurrence est possible. Une gestion différente de la BCE, de la Banque européenne, est possible, et sans modifier les statuts. Il y a dans les statuts de la Banque européenne deux objectifs. Un objectif de lutte contre l'inflation, on peut considérer qu'il est quand même assez bien rempli. Et puis un objectif de croissance. Eh bien, le moment est venu de mettre l'accent sur cet objectif de croissance en utilisant de nouveaux outils et pourquoi pas les obligations à l'échelle européenne pour financer notamment la transition énergétique et les grandes infrastructures dont nous avons besoin. Il ne faut pas mélanger ce qui est la dépense de fonctionnement, ce qui est la dépense immédiate et ce qui est l'investissement pour le long, voire le très long terme. C'est la raison pour laquelle nous proposons une Europe citoyenne, troisième étape de cette construction européenne, celle qui reprend l'épopée de la construction, celle qui donne envie d'y croire, celle que nous nous approprions nous-mêmes. D'une certaine manière, je dirais qu'elle est même la seule condition du maintien de l'Union européenne toute seule. Parce que ceux qui pensent que l'Europe peut continuer sans le soutien des citoyens se trompent évidemment lourdement.
Préparer l'avenir, c'est comprendre que le XXIe siècle est confronté à des défis sans précédent, à commencer bien sûr par celui du changement climatique, et il suffit de regarder les rapports du GIEC, Yannick Monget y faisait allusion tout à l'heure, pour comprendre ce qui va se passer. Mais il n'y a pas que le changement climatique. Il y a aussi la 6e destruction des espèces qui a commencé, et le fait que beaucoup de scientifiques considèrent que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de l'anthropocène, c'est-à-dire celle de la transformation par l'homme de l'univers dans lequel nous vivons. Il y a la rareté des ressources. On a parlé beaucoup de l'eau, des matières premières, c'est maintenant le sable qui va manquer. Et puis bien sûr la pollution chimique. Nous avons une chance immense, et Myriam Maestroni le rappelait tout à l'heure, c'est celle de pouvoir concilier économie et écologie, transition énergétique et développement de l'emploi, innovation technologique et protection de la santé, bien-être et justice sociale. L'Union européenne dispose à cet égard de tous les atouts, à une condition, ne pas se tromper d'objectif. Eh oui, ne pas se tromper d'objectif. Nous devons construire des leaders mondiaux pour assurer ce qui est l'essentiel, notre autonomie alimentaire, énergétique et numérique. C'est dans cette autonomie que nous trouverons notre force politique. C'est dans cette autonomie que nous trouverons nos nouvelles industries capables de créer les emplois, à la fois dans les grands leaders dont nous avons besoin, mais aussi dans le tissu des PME et des TPE. Et je voudrais vous dire un mot de la question des données numériques, dont on parle très peu dans les programmes politiques. Et pourtant, la possession des données numériques pose bien entendu une question évidente de liberté publique, car il s'agit de données personnelles. Mais au-delà de cela, il y a une question majeure, qui est celle de l'industrie de demain. Lorsqu'on sait aujourd'hui que Google est le plus grand investisseur dans le domaine de la santé, chacun quand même devrait se demander pourquoi. Eh bien, c'est évidemment parce que l'exploitation des données personnelles va donner un avantage absolument fantastique à cette entreprise par rapport aux autres. Il est plus que temps, et j'espère qu'il n'est pas trop tard, pour constituer au niveau européen une grande entité capable de rattraper le temps perdu et de permettre aux Européens de disposer de véritables atouts dans cette guerre du numérique qui se met en place. Mais préparer l'avenir, c'est penser immédiatement à nos jeunes. Nos jeunes, c'est notre avenir. C'est l'investissement le plus important et je dirais le plus rentable que nous pouvons faire. Plusieurs de millions de jeunes au chômage dans un espace qui reste un des plus riches du monde. Comment est-ce acceptable? Ça ne l'est pas, évidemment. Que faire? Commencez déjà par le plus jeune âge. Je ne parlerai pas de l'éducation, c'est une question de subsidiarité. Et par voie de conséquence, chaque État fait ce qu'il veut, avec les brillants résultats que nous connaissons chez nous. Mais nous pourrions au moins proposer à chaque enfant, au cours de sa scolarité, de passer 1 mois à l'étranger, dans une famille de l'Union européenne et à l'école de l'Union européenne. Ça coûterait très peu cher. Ça ne coûterait que le transport, puisque un enfant remplacerait un autre. Donc il serait nourri, logé et éduqué, si je puis dire. 15 jours, 1 mois, cela permettrait à chaque enfant, quel que soit son milieu, de pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs, de prendre connaissance avec une autre manière de vivre, une autre manière de parler et de s'ouvrir au monde. Nous proposons que le pacte pour la jeunesse, qui a été voté par le Parlement européen, soit étendu. De quoi s'agit-il? Ce pacte prévoit que tout jeune qui le demande, dans un délai maximum de 4 mois, à compter de sa demande, bénéficie d'une formation ou d'un emploi. Malheureusement, nous nous sommes arrêtés en cours de route. Il faut 21 milliards d'euros pour remplir cet objectif. Nous n'en avons mis que 6 milliards dans le budget. Il faut donc le porter à 21 milliards. Et enfin, nous proposons, et je remercie Frédéric Bizard d'y avoir pensé, mais je ne sais pas s'il est encore là, de nous l'avoir proposé dans le programme, de permettre que chaque jeune puisse disposer d'un revenu minimum lui permettant de se lancer dans la vie, d'initier un projet économique, un projet de formation ou une mobilité. Ainsi, nos jeunes pourront-ils voir les choses de manière plus sereine et bénéficier du travail global qui sera fait en termes de création d'emplois.
Mais préparer l'avenir, c'est aussi penser l'Europe. Certains proposent de revenir au XXe siècle, avant la construction européenne, pourquoi pas avant la guerre de 14, pendant qu'on y est. Comment imaginer le poids d'une France qui démographiquement a quand même été divisée par 2 en l'espace de 50 ans? Nous étions 50 millions lorsque l'humanité était 3 milliards. Nous sommes 60 millions quand elle est à 7 milliards. Notre poids démographique a été divisé par plus de 2. Comment imaginer que nous puissions, avec tous les atouts qui sont les nôtres et dont je ne disconviens pas, peser réellement dans le monde d'aujourd'hui sans l'Europe? D'autres proposent une fédération à 28. Peut-être, mais dans quelques décennies, voire beaucoup de décennies. Ceci n'est pas possible parce que, tout simplement, les niveaux de développement sont aujourd'hui beaucoup trop différents pour permettre une harmonisation. Et puis, qui imaginerait une fédération sans passer par un référendum, et qui oserait aujourd'hui lancer un référendum dans toute l'Europe pour aller vers la fédération? Très franchement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de candidats. Il n'en demeure pas moins qu'il faut relancer l'Europe. L'Europe a besoin d'une locomotive. Mais cette locomotive, elle doit être issue d'une solution réaliste et pragmatique. C'est ce que nous avons voulu proposer avec Cœur d'Europe. Il ne s'agit pas de modifier les traités. Il ne s'agit pas de réduire l'Europe à 28. Il s'agit simplement de permettre, avec le mécanisme de la coopération renforcée, aux États qui le veulent, d'aller plus vite ensemble. Plus vite vers une harmonisation fiscale, en commençant par exemple par un impôt sur les sociétés qui serait équivalent dans tous ces pays. En continuant par l'harmonisation sociale, prenons l'exemple du salaire minimum. L'Allemagne vient d'en voter un qui est pratiquement celui de la France, à peu près le même niveau. Pourquoi ne pas aller plus loin et essayer, autour des États fondateurs, à 7, 8, 9, 10, mais ce serait un périmètre constant, d'aller plus loin dans l'uniformisation. Et puis, parlons de l'Europe de la défense. C'est un sujet qui court depuis des années, mais qui n'avance pas. Cœur d'Europe permettrait précisément d'avancer sur l'Europe de la défense, en particulier en mettant en commun un certain nombre de moyens. Et nous en avons un excellent sur la table, l'affaire des Mistral. Vous savez peut-être que la France a passé un contrat avec la Russie pour lui vendre 2 Mistral, qui sont des navires de guerre, pour dire les choses simplement, extrêmement sophistiqués et dotés d'un hôpital. C'est un sujet qui est quand même très délicat compte tenu du positionnement de M. Poutine actuellement en Ukraine et qui va à l'encontre, je dirais, d'une cohérence européenne. Nous avons fait, nous, Europe citoyenne, une proposition assez novatrice, qui est la suivante. En disant, d'une part, c'est quand même pas tout à fait normal que ce soit la France qui porte toujours le poids de ce qui est fait en termes de défense et qui, dans ce cas précis, pour être en cohérence avec l'Union européenne, accepte de s'aborder un contrat qui est important pour son industrie. Donc, pourquoi ne pas considérer que l'Europe, ou Cœur d'Europe, achète ces 2 Mistral pour en faire un embryon de la défense européenne? Nous aurions ainsi une cohérence dans la position européenne à l'égard de M. Poutine et un début de moyens mis en commun pour la défense européenne. J'ajoute que, de surcroît, comme il y a des hôpitaux à bord, cela pourrait être aussi des outils très importants en termes de protection civile. Vous le voyez, il s'agit de solutions simples, de solutions réalistes, qui sont tout à fait possibles à mettre en œuvre. Le seront-elles? Je dirais que cela dépend du scrutin de dimanche. Ces élections sont cruciales. Ne vous trompez pas de combat, ne nous trompons pas de combat. Il ne s'agit pas d'une Europe contre une autre, d'une France contre une autre. Il s'agit de créer l'Europe que nous voulons, l'Europe du bien commun, et non pas l'Europe voulue par les lobbies ou par les partis. Comme l'affirmait le général de Gaulle, les grands pays le sont pour l'avoir voulu. Nous avons fait le pari que la société civile ferait mieux que la classe politique à bout de souffle. C'est à vous de transformer l'essai. Tout est possible. À chaque élection, sa surprise. Choisissez des hommes et des femmes comme vous
Votez pour vous, dimanche, votez et faites voter pour Europe Citoyenne. Merci.